Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'investissement est crucial dans la théorie keynésienne. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, quand la demande globale est faible, Y est faible, et donc le chômage est élevé. A l'inverse, quand la demande globale est élevée, Y est élevé, et le chômage est faible, chômage noté U. On comprend donc que cela est lié avec l'investissement. Si ce dernier est élevé, la demande globale a toutes les chances d'être élevée, et au contraire, s'il est faible, la demande globale sera faible. Montrons cela par le graphique. Voilà, toujours Y, DG, OG. Il est important lorsqu'on travaille sur ces théories de toujours passer par le graphique. Peu importe l'exercice ou quoi, il faut passer par le graphique pour être sûr de ne pas se tromper. Donc si on prend une première demande globale élevée avec un investissement élevé, comme ceci, donc un investissement 1, on a la demande globale 1. Voilà, donc si on continue les schémas comme dans la vidéo précédente, on va voir que le chômage est inexistant ou faible. Si maintenant on choisit de baisser l'investissement en gardant la même propension marginale à consommer, juste on baisse l'investissement. Là, plus ou moins même coefficient directeur, hop. On a une demande globale qui est bien plus faible. Y2 est bien plus faible que Y1. Et donc si on continue les graphiques, eh bien le chômage va être beaucoup plus élevé. Par exemple, pour la demande globale 1, on va peut-être être sur, voilà, donc sur un niveau de chômage assez faible, alors que sur la demande globale 2, eh bien, on va probablement plus être sur quelque chose de ce style-là. Évidemment, c'est pas lié, hein, c'est juste fait comme ça un peu à l'arrache, mais c'est pour vous montrer que si l'investissement baisse, le chômage augmente. Il est donc très important de prêter une attention particulière à cette variable. Comment explique-t-on cela? Comment est-ce qu'on explique qu'une variation comme ça de l'investissement entraîne une telle variation euh, du revenu, hein, qui est d'ailleurs valable dans les deux sens, hein. Ce n'est pas si une augmentation, qu'elle soit positive ou négative, enfin une variation positive ou négative, donc une augmentation ou une diminution, ça a les mêmes effets, hein. Juste on inverse l'ordre. Et donc on va expliquer cela par le mécanisme du multiplicateur keynésien. Très très important. Ce multiplicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'une variation de l'investissement va entraîner une variation encore plus grande du revenu, de la richesse. Alors attention, la variation de l'investissement, c'est l'impulsion initiale, mais l'effet multiplicateur passe par C. On va prendre pour ça un exemple. On imagine que la propension marginale à consommer, donc petit c, soit égale à 0,8 et que la variation de i est de 100. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le tableau suivant. Variation de i, variation de s, variation de la consommation et variation du revenu. Une variation de i initiale de 100 va entraîner une variation du revenu, pas de s, pardon, excusez-moi, du revenu de 100. Logique puisque tout revient au ménage. On le rappelle, tout revient au ménage. Donc si on augmente l'investissement de 100, les profits vont augmenter de 100, donc ça va augmenter de 100 la richesse. Ensuite, ces 100 de richesse, comment vont-ils être distribués? C égale 0,8, donc ça veut dire que 80% va être consommé. On a donc C qui est égal à 80, 100 moins 80, ça fait 20 pour l'épargne. Et ça fait ensuite une variation, puisque ce qui est consommé va être les profits des entreprises au final, et va être rendu encore une fois au ménage, ça va être 80. Et on continue comme ça nous fait une variation de C de 64, donc S augmente de 16, Y augmente de 64, on continue comme ça, 51,2 d'augmentation de C, 12,8, ça repasse à 51,2, donc c'est toujours comme ça, hop, tac, 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 tac. Et ensuite, donc, hop, on continue jusqu'à ce qu'il
il n'y ait plus de revenus à redistribuer jusqu'à ce que ici ça fasse 0. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient au final une variation de S200 et une variation de la consommation, donc du revenu, de 500. On a donc, avec cet exemple, en prenant C égale petit c égale 0,8, que si l'investissement augmente de 100, imaginons qu'on passe de I2 à I1 et que cette augmentation est de 100, et bien l'écart entre Y2 et Y1 est de 500. On a augmenté notre PIB de 500 pour seulement un changement de 100 en investissement. Et c'est également valable, si l'investissement baisse, le PIB va baisser de 500. On comprend l'enjeu tout de suite de cette variable. On explique ce phénomène par le fait que lorsque I augmente, le revenu va lui aussi augmenter, puisque tout revient toujours au ménage, et qu'on rappelle que dans une économie sans état, R c'est égal à C plus I. Donc, puisque Y augmente, les profits augmentent, donc R augmente. Et on sait que lorsque R augmente, la consommation et l'épargne vont augmenter toutes les deux aussi, puisqu'elles sont toutes les deux fonctions croissantes de R. Une augmentation de C signifie une augmentation de DG, et donc une augmentation de l'offre globale, et donc une augmentation de recettes totales. Ça nous fait que une variation de I, une augmentation de I, ça entraîne une augmentation de Y. Augmentation de Y, puisque les profits ont augmenté et que c'est reversé aux ménages. Puisque Y augmente, les revenus eux aussi augmentent. Puisque les revenus augmentent, C et S augmentent. L'augmentation de C, de la consommation, ça entraîne une augmentation de la demande globale. Si la demande globale augmente, les entreprises vont s'adapter et donc l'offre globale va augmenter aussi, le chômage va baisser accessoirement. Si l'offre globale augmente, les recettes totales, enfin le profit des entreprises, du coup, là c'est la même chose, augmente. Puisque le profit des entreprises augmente, R augmente, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au final, qu'on atteigne 0 en variation. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est comment ce 100 de l'investissement est-il financé? On verra ça plus tard, mais déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que S est aussi égal à 100. Là on se rappelle que I est égal à S dans l'identité comptable. Ça a un rapport effectivement et on verra pourquoi. Il y a un petit problème de temporalité, mais ça se règle plus tard. Maintenant, on sait qu'il est classique d'utiliser petit c égale 0,8, c'est à peu près ce qui se passe dans nos sociétés occidentales. Cependant, si le chiffre change, on ne va pas s'amuser à calculer sous forme de tableau comme on vient de le faire. On vient de le faire vite fait. On ne va pas calculer le changement de valeur étape par étape, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux, ça ne sert à rien. Faites jamais ça, vous allez perdre du temps et peut-être que même vous n'y arriverez pas parce qu'il y a beaucoup trop d'étapes. Donc ne faites pas ça. On va voir le calcul formel, c'est assez simple, honnêtement. Donc pas besoin, c'est un peu des maths, mais ça vole pas très haut, donc c'est abordable pour la plupart des gens normalement. On rappelle que la demande globale qui dépend de Y, c'est égal à à la consommation, donc C de Y, plus l'investissement. L'offre globale, quant à elle, qui dépend aussi de Y, c'est égal à Y. On a ce système. On veut OG, l'offre globale, qui est égale à la demande globale. Ok. Ça c'est vrai si et seulement si OG, donc Y, c'est égal à DG, donc consommation plus investissement. La consommation qui est égale à petit c de Y et l'investissement, c'est l'investissement. Ça c'est vrai si et seulement si Y moins C fois Y, fois ici, c'est égal à I. On factorise par Y, ça nous fait quoi? Ça nous fait Y. On n'oublie pas que ici c'est 1Y moins C de Y. Donc on a 1, on n'oublie pas ce 1, moins C, parce qu'on a factorisé, qui est égal à I. On veut isoler Y, ça nous fait Y, qui est égal à 1 sur 1 moins C fois I.
Hein, on a simplement décalé le i pour que ça soit un peu plus facile, mais sinon ça fait i sur 1 moins c, voilà. Parce qu'on a divisé par 1 moins c pour isoler y. On obtient cette forme 1 sur 1 moins c fois i. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Eh bien, on va dériver y par i, par la variable i bar, donc i, hein. Ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne, on garde tout ce qui n'est pas, tout ce qui est lié à i, donc ça fait 1 sur 1 moins c, on enlève le i parce qu'il n'y a pas de puissance, on dérive classique, ça nous fait 1 sur 1 moins c. Qu'est-ce que c'est que 1 sur 1 moins c? C'est ce qu'on appelle le multiplicateur d'investissement, et c'est ce qu'on va noter petit k. Oula. On va noter ça petit k. Voilà. Ok. On peut également réécrire ça on peut écrire ça sous une autre forme. En passant le d de l'autre côté, ça nous fait qu'une variation de y. Donc d de y, c'est égal au multiplicateur d'investissement, donc 1 sur 1 moins c, fois d de i. Qu'est-ce que ça signifie formellement? Alors, la première signifie que lorsqu'on a une variation de i, on va avoir une variation de y qui est égale à 1 sur 1 moins c. Donc quand i varie de 1, y sur 1 moins y varie de 1 sur 1 moins c. Et la deuxième, ça signifie qu'une variation de y, que la variation de y, eh bien, en fait, elle est égale au multiplicateur d'investissement multiplié par la variation de l'investissement. Si on fait ça par un exemple, faisons un exemple avec toujours petit c qui est égal à 0,8 et la variation de l'investissement qui est égale à 100. On a dy sur di qui est égal à 1 sur 1 moins 0,8, donc 0,2. Ça, on va multiplier par 10 pour que ça soit plus facile. On fait un petit x 10. On a le droit. Pardon, x 10. Ça nous fait 10 sur 2. 10 divisé par 2, 5. Très bien, ça signifie que quand i augmente de 1, y va augmenter de 5. Très bien, donc petit k égale 5. Maintenant, faisons avec la deuxième formule, simplement la première réarranger. d de y, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 1 moins 0,8, donc sur 0,2, multiplié par d de i, donc la variation de i, donc 100. C'est égal à 5 fois 100, c'est égal à 500. On retrouve bien le résultat que j'avais indiqué précédemment. Dans le tableau, ici, on a bien le même 500. Donc, on a la relation suivante. Quand pour petit c, inférieur ou égal à 1, eh bien, on a k qui est supérieur ou égal à 1. Une variation de l'investissement entraîne une variation plus grande du revenu. Donc attention, très important, le multiplicateur ne dit rien sur la décision des entreprises d'investir ou non. Il n'explique pas pourquoi les entreprises investissent, pourquoi elles n'investissent pas. Non, il explique simplement les conséquences d'une variation de l'investissement sur l'économie. Il ne dit rien des causes. C'est une explication. On a maintenant deux cas particuliers à voir. Quand petit c est égal à 1, eh bien k, c'est égal à plus l'infini. Si on revient sur le tableau, si on a toujours c qui est égal à 100, y sera toujours égal à 100, et on a simplement un changement comme ça, avec 100, 100, 100, 100. Donc, y augmente à l'infini, mais on ne dépense jamais tout. On va toujours épargner un petit peu, du moins quand on peut. L'économie tout entière ne va jamais tout dépenser à chaque fois. A l'inverse, quand c est égal à 0, donc ça veut dire qu'on ne consomme absolument rien, et bien k va simplement augmenter de 1. C'est-à-dire qu'il va simplement augmenter de la valeur de l'investissement.
Maintenant, très important, point très important, une augmentation de i n'entraîne une augmentation de y que si y étoile, donc ce qu'on produit, c'est inférieur à ce qu'on produit au plein emploi. Sinon, il y a inflation. Pourquoi? Voyons cela par graphique. Hop. Donc toujours le même graphique, hein. Comme j'arrête pas de le dire, très important de raisonner par graphique. On raisonne toujours par graphique. Toujours, sauf quand il y a des calculs. Voilà. Premièrement, on a ça. Donc on a notre y étoile. On imagine un YPE au plein emploi qui soit supérieur. Si on augmente I, bah il n'y a pas de problème. Voilà, on a toujours la capacité de produire plus puisqu'on n'a pas atteint le plein emploi, c'est-à-dire qu'on peut encore recruter des personnes. On rappelle que l'investissement ne va pas augmenter le nombre de machines puisque le capital est fixé. Donc là, on a toujours le nombre de personnes nécessaires. On imagine que sur le marché des biens, on était passé de là, on était à n étoile, et on est maintenant passé à là. Voilà, on a eu une augmentation, on n'est pas au plein emploi, donc on peut encore augmenter notre effectif de l'entreprise. Ce n'est pas un problème. Maintenant, à l'inverse, si c'est égal au plein emploi, si y étoile est égal à y de plein emploi, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, hop, tac, tac. Hop, on imagine que y étoile c'est égal à y de plein emploi, donc se dire qu'on emploie toute la population possible, hein, on ne peut pas produire plus, donc qu'est-ce qui se passe quand la demande globale va augmenter? Eh bien, y augmente aussi, mais on ne peut pas produire plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les entreprises, il y a un excès de demande globale, puisqu'on ne peut pas produire plus, donc les prix vont augmenter. Il y a de l'inflation. L'économie n'est pas en mesure de produire les biens supplémentaires requis. Elle va donc mettre les biens disponibles plus chers, puisqu'elle peut se le permettre. Les entreprises peuvent se permettre d'augmenter le prix. C'est de l'inflation. Donc, maintenant, attention. Dire qu'une augmentation de I entraîne une augmentation de Y, puis une augmentation de R, puis une augmentation de I, qui entraînerait une augmentation de I, c'est faux. C'est complètement faux de dire que I augmente après qu'il y ait une augmentation du revenu. Pourquoi? Bien déjà, I ne dépend pas du revenu. Il dépend d'autre chose qu'on verra plus tard. Ensuite, comme on vient de le dire, dans la plupart des situations, n étoile est inférieur à n de plein emploi. Ça signifie qu'on peut produire plus sans investir et acheter d'autres machines, puisque l'on peut embaucher. Donc, dire que quand R augmente, il faut investir plus pour pouvoir produire plus et soutenir ainsi la demande, déjà ayant augmenté, ben c'est faux. Puisque on peut ne pas investir et augmenter l'emploi. Et c'est également faux, et ça c'est peut-être le point le plus important qu'il faut ne pas oublier, c'est que nous sommes à court terme et donc le capital est fixé. Donc même si on était au plein emploi, imaginons qu'on soit au plein emploi, on ne peut pas, on est obligé d'avoir plus de machines pour pouvoir produire plus. Eh ben non, on ne va pas augmenter l'investissement pour pouvoir produire plus, puisque, eh bien, capital à court terme est fixé, donc, eh bien, les machines restent dans le carton jusqu'à l'année prochaine. Les dépenses d'investissement ne changent pas la capacité productive des entreprises à court terme. De même, dire que l'augmentation de l'investissement, eh bien, ça entraîne une augmentation
de l'emploi de N afin de faire fonctionner les nouvelles machines, puisqu'on a investi. La logique serait de se dire, j'investis donc j'ai de nouvelles machines, donc je vais embaucher plus pour utiliser ces nouvelles machines. Eh bien c'est faux. Parce qu'encore une fois, à court terme, le capital est fixé. N augmente, car il faut, effectivement, N va augmenter, mais c'est parce qu'il faut produire les nouvelles machines qui vont être achetées. Donc il faut les produire d'abord, et ensuite il faut produire les biens qui découlent des nouveaux revenus, et donc de l'augmentation de la demande de biens. Si N augmente, c'est parce que la demande globale a augmenté, et non pas parce que I a augmenté pour pouvoir produire. Voyons voir, donc on a parlé tout à l'heure de l'identité comptable I est égal à S. Voyons voir comment est-ce qu'elle se met en place dans le modèle keynésien. Pour les classiques, on rappelle que cette identité, elle se maintient par une variation du taux d'intérêt petit r. Pour les classiques, l'épargne, c'est un préalable nécessaire à I. I vient de S et est contrainte par S. C'est S qui détermine tout. I s'adapte. Pour les keynésiens, c'est différent. Pour les keynésiens, on l'a vu tout à l'heure, D de Y, c'est égal à 1 sur 1 moins C, donc petit k, multiplié par la variation de l'investissement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on peut déduire de cela que une variation de la consommation, c'est égal à petit c, donc la proportion marginale à consommer, fois la variation du revenu, puisqu'on rappelle que la consommation, c'est égal à petit c fois y, donc la variation de la consommation, c'est égal à petit c fois la variation du revenu. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à petit c fois a moins c, donc c sur 1 moins c, multiplié par d de i. On fait pareil pour la variation de l'épargne. L'épargne, c'est 1 moins c, donc 1 moins c multiplié par la variation du revenu. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 1 moins c fois 1 sur 1 moins c, donc 1 moins c sur 1 moins c fois di. C'est égal, on peut simplifier 1 moins c sur 1 moins c, ça nous fait di. On a donc une variation de S qui est égale à une variation de I. On a bien I qui est égal à S. Cependant, c'est S qui s'ajuste à I. Non, pas par la variation de R comme pour les classiques, mais par la variation de Y. S n'est pas un préalable à I. I n'est pas conditionné par S. Et I se libère de la contrainte de S. I génère S nécessaire à son fonctionnement, comme on l'a vu dans le tableau. C'est au final, on a 100 S, 100 d'épargne, qui permettent de financer à la base les 100 d'investissement. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est très important de retenir ça. Ce n'est pas une augmentation de l'épargne qui augmente, qui permet une augmentation de I. Non, c'est d'abord l'augmentation de l'investissement qui va permettre une augmentation de l'épargne. Très très important ce sens. Si on part de I pour aller vers S, dire qu'on va de S pour aller vers I, c'est complètement faux pour les keynésiens. Ne dites jamais ça. Cette relation, eh bien, on va voir que c'est très important et qu'elle est centrale dans ce qu'on appelle le paradoxe de l'épargne. On sait que I est égal à S. Cette identité comptable est toujours vérifiée. Voir la première vidéo. Donc, et on sait également que DG, la demande globale, c'est égal à la consommation plus l'investissement. On est donc tenté de se dire que si on augmente l'épargne, I va augmenter aussi, puisque I doit être égal à S. Et donc, dans ce cas, puisque I a augmenté grâce à S, la demande globale va augmenter. Ce raisonnement, il est complètement faux. Mais complètement. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Enfin, c'est faux. Imaginons qu'on a une augmentation de la préférence des consommateurs pour S. On traduit ça comment? On traduit ça par une baisse de petit c. Imaginons on passe de petit c qui est égal à 0,8 à 0,6. Ça fait quoi? Ça entraîne une augmentation de 1 moins c. 1 moins c va passer de 0,2 à 0,4 par exemple. Qu'est-ce que ça fait une augmentation de 1 moins c?
ça fait une baisse de 1 sur 1 moins C, qui est le multiplicateur d'investissement. Donc on a une baisse de K. Or, si K baisse, eh bien, on a Y qui baisse également. Pourquoi? Eh bien, en premier lieu, cela se traduit, pour y donner, à une baisse de Y. Pour y donner, Y va baisser, puisque la consommation va baisser. Petit c ayant baissé, si petit c a baissé, la consommation baisse. Petit c fois Y, ça va baisser. Et S reste constant, puisque certes, 1 moins C a augmenté, mais Y a baissé. Donc, ça se compense. On a donc S qui reste égal, qui reste fidèle à elle-même, et C qui baisse. Et bien, Y va baisser aussi. Ensuite, puisque Y a baissé, eh bien, les entreprises vont être pessimistes. Elles vont se dire, non, c'est pas le moment d'investir, le revenu a baissé, ça sert à rien d'investir maintenant. Ils sont pas confiantes. Puisque elles ne sont pas confiantes, il va baisser. Il va baisser à cause de la confiance et pas à cause directement de la baisse de Y. Enfin, si, c'est lié en fait. Mais il va baisser. Et puisque il baisse, eh bien, Y baisse. Il baisse, donc Y va baisser. Et C, puisque Y baisse, C et S baissent aussi. Donc, on va voir ça par graphique, ça sera probablement plus clair. Voilà. Nous sommes ici. Nous avons notre offre globale qui est là. Voilà. On a une première situation tout à fait satisfaisante. Voilà. Donc nous sommes ici. Retenez bien, ce chiffre 13, c'est important. Donc voilà, on va même le faire plus pentu pour que ce soit plus marquant. Voilà, on prend un angle, allez hop, de 25. Voilà. Donc on a une première demande globale avec un Y étoile qui est fort. Voilà, on a Y étoile qui est ici. Là, on a l'investissement qui est égal à ça. Et ici, on a la consommation. Donc là, I égale S. Maintenant, ce qui se passe en premier, c'est que la préférence pour la consommation va baisser. Petit c va baisser. Si petit c baisse, eh bien, la courbe va pivoter sur elle-même vers le bas. On garde le même point, mais ça pivote. Passons, hop, voilà. Le coefficient directeur va baisser. On a une deuxième demande globale, donc qui se traduit. Cette baisse de petit c se traduit par une baisse de y. Hop, si on a là, ça se traduit par une baisse de y. On a une baisse de c. L'investissement est resté immobile pour l'instant. C'est seulement la consommation qui a baissé. Cependant, cette baisse de la consommation, et cette baisse au final de y, eh bien, ça entraîne un pessimisme de la part des entreprises, des investisseurs, ils ne veulent plus investir. On va donc avoir une baisse de l'investissement, qui se traduit encore une fois par une baisse de y, hop, et on a ça comme consommation et ça comme investissement. Alors qu'avant, on le rappelle que on avait ça de consommation et cette partie d'investissement. Tout a baissé, la consommation et l'investissement a baissé. C'est un peu la cata, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le sophisme ou le paradoxe de composition. Le désir d'augmenter S en baissant petit c, donc en augmentant notre préférence à l'épargne, ça se traduit finalement par une baisse de l'épargne, par une baisse de la consommation, par une baisse du revenu. On voit bien que c'est I qui guide S et non pas S qui guide I. Si on essaye d'augmenter I par rapport grâce à S, et bien au final on a l'effet complètement inverse et on va avoir une baisse de I, du revenu, de la consommation, une baisse de tout, c'était pas ce qui était escompté. À la base on voulait juste augmenter I en augmentant S, ça s'est retourné contre nous.